témoignage engagé du point de vue un peu différent et complémentaire mais aussi de la bienveillance, puisque Yves Bancelin est le directeur et fondateur de l'association Interpro, qui s'appelle comme ça depuis 2019, et Bancelin va vous l'expliquer, qui a permis effectivement de créer une façon de faire intervenir un peu différente les permettants dans les établissements de santé. Donc, je laisse la parole à Yves qui va nous faire aussi un témoignage de son expérience. Oui, donc je me présente, Yves Bancelin, médiateur de Santé Père et actuellement directeur d'une association qui s'appelle Esperpro et qui vise la formation et surtout la reconnaissance du métier de médiateur de Santé Père auprès des institutions publiques. Ça fait maintenant 13 ans que je suis médiateur de Santé Père. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque. C'est la première fois que je traite la question de la médiation père sous cet angle-là, en partant de l'éthique professionnelle, l'éthique médicale. En fait, je me suis dit que l'éthique, on la pratiquait chaque jour, qu'elle fait partie de nos vies, elle fait partie de nos relations, elle fait partie de nous-mêmes en réalité. Parfois, elle se dissimule dans les échanges, parfois elle est discrète, mais quand on prend le temps de l'observer, quand on prend le temps de l'analyser, en fait, elle nous aide à trouver le chemin. Et dans la relation d'aide, évidemment, dans le cadre professionnel, mais aussi dans des relations professionnelles de tous les jours. Et puis, pour ce qui me concerne aujourd'hui, dans le pilotage et la direction de l'association et de nos établissements. J'ai choisi d'aborder la place que trouve l'éthique dans ma pratique professionnelle. Ça fait 13 ans qu'on travaille avec cette association, on travaille dur, qu'on s'investit dans de nombreuses actions pour tirer des conclusions de tous les dispositifs qu'on a lancés, toutes les mesures d'accompagnement qu'on essaye d'implanter dans le réseau de santé. Et puis, certains d'entre vous me connaissent, j'en ai déjà parlé, j'ai choisi d'utiliser mon parcours comme point de départ parce que c'est mon histoire qui me connecte avec des questions telles que l'équité, la justice sociale ou encore la dignité humaine. Pour moi, en fait, tout a commencé en 2008. Je suis arrivé à Marseille dans une situation très compliquée en 2008, après le suicide de ma mère. En fait, elle a vécu pendant longtemps avec une maniaco-dépression qui n'était pas prise en charge. Et le dernier épisode dépressif majeur qu'elle a connu l'a poussée au suicide. Et j'ai largement sous-estimé la gravité de la situation. En fait, j'ai pas réagi de manière adaptée. C'est un souvenir qui est assez difficile. Je vais vous confier quelque chose que, pour le coup, j'ai jamais partagé. C'est qu'avec le recul, j'ai pris conscience que les réactions que j'ai eues ont pu renforcer son isolement. Et en fait, cette réflexivité m'amène au premier enseignement vers la fonction de médiateur de Santé Père que j'occupe aujourd'hui. C'est qu'il faut absolument prendre le temps et la peine d'écouter ce qui se joue dans nos relations avec les gens. J'en profite pour rappeler que le suicide, ça représente 10 000 morts chaque année, 10 000 décès par an. C'est 3 fois plus que les accidents de la route et qu'on a à peu près 400 adolescents qui meurent chaque année. C'est la deuxième cause de mortalité pour cette population. Donc en 2008, j'arrive à Marseille dans un mauvais état, un peu à l'image de l'Hôtel Dieu. C'est la deuxième photo sur ma diapositive. Ma vie, c'est un chantier. Je suis complètement déboussolé, épuisé émotionnellement. Je suis instable sur à peu près tous les plans. J'ai encore quelques traces des idées délirantes de l'année passée, des années précédentes. J'ai des obsessions. J'ai l'impression de vivre dans un monde trop compliqué. Je suis en colère contre le système. Que j'estime façonné par des injustices profondes, des injustices systémiques par la perte de mes proches, parce que j'ai pas perdu que ma mère,
Et puis je suis dans une insécurité affective perpétuelle. Et en réalité, je considère aujourd'hui avec du recul que cette période-là, c'est vraiment la période où j'ai touché le fond. Et en fait, c'est à partir de cette étape, à ce moment-là, qu'il va se passer quelque chose. J'ai cherché quoi pendant la préparation de cette intervention. Ça fait 13 ans que je cherche quoi, je n'ai pas encore réussi à mettre le doigt dessus. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic. Et à partir de cette période, je vais faire attention à moi. Je vais essayer de faire attention à moi. Mais on ne passe pas de je me fous de tout, je suis un incapable, voire pire, je ne vais pas vous jouer la scène ici. En gros, la mort viendra quand elle viendra, de toute façon, elle m'attend au bout du couloir. Je vais mieux, je prends soin de moi et je me rétablis. C'est un peu la même chose que quand on utilise un nouveau logiciel. On va créer des formes simples. On va apprendre à les enregistrer dans un format spécifique, on va apprendre à les assembler, et puis une fois qu'on maîtrise le logiciel, on va passer à des figures plus complexes. Et en fait, c'est l'évaluation de moi qui a été un aspect central dans mon rétablissement. De façon générale, l'évaluation de soi, c'est un aspect central de l'expérience humaine. Il y a tout un tas de chercheurs qui ont travaillé dessus, j'en ai trouvé quelques-uns, Wheeler, Beauvois, Huguet. Et pour s'évaluer, il y a un autre chercheur, psychologue social, qui s'appelle Festinger, qui montre qu'on a recours aux comparaisons sociales. Et il a été un des premiers à poser la chose suivante, c'est que les individus sont amenés, motivés à évaluer leurs opinions et leurs attitudes en se comparant à d'autres personnes. Et du coup, avec un peu de recul, j'ai compris que c'était la méthode que j'avais utilisée. En fait, entre 2010 et 2012, j'ai passé beaucoup de temps à la rue, beaucoup de temps dans la rue. J'ai rencontré pas mal de monde et j'ai bénéficié d'une multitude de sources d'inspiration. Il y a deux personnes en particulier qui ont marqué mon parcours de rétablissement. Abdallah, qui se faisait appeler Saïd quand il vivait à la rue, et Kamal. Et en fait, chacun d'entre eux a joué un rôle identificatoire simultanément et alternativement sur des questions liées à mon propre rétablissement et à la découverte expérientielle de la paix et danse. Faut imaginer qu'Abdallah, c'était une personne qui vivait à la rue depuis 18 ans, qui était clochardisée, très clochardisée, avec des ongles de doigts de pied de 2 cm, quelqu'un qui mangeait pas tous les jours, quelqu'un qui portait le même manteau pendant un mois parfois, avec une barbe énorme, des problèmes de peau, tout ce qu'on peut imaginer à la rue, que j'ai fini par considérer comme étant un père, P-E-R-E, et puis un frère, et puis un père, P-A-I-R. Et puis Kamal, qui était un ancien militaire qui a vécu des psychotraumas lourds, qui s'en est jamais remis, qui est devenu musicien. Il se baladait avec son oud sur le dos. Toute la journée, il arpentait les rues de Marseille, puis jouait du oud partout où il pouvait. Il était toujours habillé avec un bleu de travail. Il me disait qu'il se sentait à l'aise là-dedans. Finalement, Kamal, il s'est donné la mort quelques années plus tard. Il n'a pas réussi à se remettre de sa mélancolie et des psychotraumas. Et c'est à cette période que j'ai compris que la frontière entre l'équilibre psychique et la pathologie pouvait être extrêmement étroite, extrêmement fragile, aussi fine que du papier à cigarette. Et c'est aussi la période où j'ai réalisé à quel point la pente pouvait être glissante. D'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous connaît une histoire, un parcours de vie, un oncle, une tante, un ami d'enfance qui s'est retrouvé avec un pied sur cette pente glissante, très glissante, avec 2 pieds sur cette pente, et puis la pente, elle devient savonneuse, et puis son inclinaison, elle passe à 20%, et puis quand c'est pas la chute, exister devient très difficile. Exister, ça met déjà constamment notre condition mentale à l'épreuve, mais quand la pente est savonneuse,
bon, on tombe, quoi. Et on peut se faire très très mal. Si on n'a pas les bonnes ressources, qu'on n'a pas les bonnes stratégies, qu'on n'a pas le bon entourage. Et du coup, je vais venir tranquillement à la question en lien avec le sujet, la pratique en psychiatrie, en santé mentale et dans le médico-social. C'est que ce type de parcours m'interroge sur la question de la normalité. Alors la normalité, c'est un concept qui est hasardeux, qui permettrait de caractériser ou de définir la répartition d'individus dans une population selon des critères qu'on choisit. Par exemple, une population selon la taille. En France, les hommes font en moyenne 1,75 m et les tailles vont se répartir selon la courbe de Gauss, qui va être assez régulière suivant tout un tas de situations. Et d'après moi, cette notion de normalité, quand on parle de santé mentale, elle est particulièrement dangereuse parce qu'elle perturbe notre cognition sociale, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur soi-même, le regard qu'on porte sur les autres, le regard que les autres portent sur nous. Et d'une certaine façon, il nous invite, quand il ne nous impose pas, à entrer ou à correspondre à une certaine forme de norme. Alors quand c'est la blancheur des dents, ça va, mais quand c'est la taille des seins, ça peut être plus compliqué. Et puis l'endroit où j'habite, et puis ce que je possède, et finalement comment je fonctionne dans ma vie, et aussi comment je fonctionne dans ma tête. Et il commence à y avoir une norme qui va se créer autour de ça. Or, c'est précisément concernant le fonctionnement psychique que c'est, d'après moi, le plus compliqué, puisqu'il est en lien avec d'innombrables facteurs. Dans le cadre de nos activités, on a pu vérifier directement, je me doute que vous aussi d'ailleurs, l'environnement social, l'éducation, la vie affective, la stabilité financière, la gestion émotionnelle, l'accès à la spiritualité, l'hygiène de vie, ça constitue des briques de construction qui permettent de stabiliser l'équilibre mental. Mais la vie m'a aussi appris, et elle m'a d'abord appris, que ces éléments peuvent aussi être très très instables. Un peu comme un effet domino, quoi. Et en réalité, avec tous les MSP avec lesquels j'ai travaillé, on a été confronté tellement de fois à cet effet domino qu'on a construit notre pratique autour de comment empêcher les dominos de tomber. Et dans l'effet domino, le premier qui tombe fait tomber les autres. Si je pousse le dernier, ça marche aussi. Et si je pousse celui du milieu, dans un sens ou dans l'autre, dans tous les cas, la chaîne elle sera rompue. Et du coup, cette analogie m'amène à deux considérations. C'est qu'il n'y a pas de brique plus importante l'une que l'autre, quel que soit le domino qui tombe. Et le deuxième, c'est que chaque situation est absolument unique. Il y a 8 milliards de conceptions du monde différentes, il y a 8 milliards d'intervenir dans une relation d'aide différente. Et pour comprendre l'autre, de quelle aide il a besoin, où est-ce qu'on doit intervenir, sur quoi est-ce qu'on peut le soutenir, j'en reviens à mon premier enseignement, c'est qu'il faut travailler son écoute. Et le plus possible, tenter d'être dans la réciprocité. Ce qui me demande systématiquement de repérer mes stéréotypes et de m'arracher à ces stéréotypes. Qui s'est déjà amusé à aligner quelques dominos pour les faire tomber? Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que pour faire ce genre de jeu, le mieux c'est de les relever un à un et dans l'ordre, de ne pas s'amuser à les sauter. Et est-ce que vous vous êtes jamais dit que ça serait cool d'avoir une stratégie ou une technique pour que ces dominos ils restent debout? Le temps qu'on les ait tous mis debout, avant de faire cette petite pichenette là qu'on attend tous pour les faire tous tomber. Ouais, ok? Et c'est précisément cette question-là que j'ai creusée pour ma propre vie et comment faire pour éviter que mes dominos ne tombent. Et j'ai cherché plein de trucs, plein de stratégies. J'ai appris à les coller. D'abord avec cette colle de maternelle là, qui sentait l'amande, vous vous souvenez, la colle Cléopâtre, qui sentait hyper bon. Puis après, je suis passé à la super glue.
Et ma super glue, bah, c'est la relation d'aide. En fait, j'ai réalisé que quand j'apportais quelque chose à quelqu'un qui me l'a demandé, n'est-ce pas? En réalité, je me fais un bien fou, quoi. Donc si je t'aide, bah, je m'aide. Et puis si tu m'aides, quelque part, sûrement, je dois pouvoir t'aider aussi. Et puis c'est devenu un principe absolument essentiel dans mes pratiques professionnelles, dans nos pratiques professionnelles et dans mes relations sociales. Et puis récemment, je suis allé un petit peu plus loin et je me suis dit, mais je peux peut-être aussi t'aider à m'aider. Et si tu peux m'aider à t'aider en retour, ben, si tu peux m'aider à t'aider en retour, c'est la réciprocité qui va donner du sens à mon existence, qui va donner du corps à mon altérité. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise comme je pouvais l'être avec la notion d'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre dans sa différence et la construction de moi à travers cette rencontre. Et donc c'est aussi l'altérité qui donne de l'épaisseur à mon sentiment d'utilité sociale. Et pourquoi j'insiste sur la question de l'utilité sociale? C'est parce qu'elle implique d'être entouré et donc de sortir de l'isolement. Et je me suis intéressé à la question de l'isolement il y a longtemps et il y a des méta-analyses récentes qui ont été proposées par Julian Holtlumstad. Je ne sais pas si je prononce exactement bien son nom, mais j'ai lu ses travaux. Et puis il y a la Fondation de France, entre autres aussi, qui bosse depuis de nombreuses années, qui soutiennent EsperPro, qui mettent en évidence que les personnes isolées socialement présentent un risque de décès prématuré 30% supérieur à celles ayant accès à un réseau social actif. Alors je ne pourrais pas vous donner toutes les explications parce que je vais commencer à conclure. Mais en gros, quand vous êtes entouré, évidemment, vous avez des proches, des personnes bienveillantes qui vont veiller sur vous, qui vont vous encourager à faire attention à ce que vous faites, à la manière dont vous veillez sur vous-même. Et donc, évidemment, ça va vous inciter à prendre soin de vous et vous allez limiter les risques. Et du coup, j'en viens à l'intérêt d'élaborer et de mettre des pratiques à inscrire des pratiques dans un réseau, c'est que, autour de la question de l'accès à la socialisation, hein, bien sûr, d'abord tous ces domaines, le logement, le travail, la santé, les loisirs, relèvent de droits fondamentaux, inscrits dans des constitutions nationales, dans des déclarations internationales, ou des codes spécifiques, le code du travail par exemple, le code de la santé. Et donc l'État, il a pour obligation de garantir ces droits, évidemment, qui sont à la fois des principes directeurs et des droits opposables, comme par exemple le DALO pour le logement. Et puis nous, en tant qu'acteurs de terrain, on a besoin les uns des autres pour fonctionner. Quand quelqu'un a vraiment des grosses difficultés et se retrouve dans une situation complexe, imaginez qu'on peut intervenir seul, quel que soit le niveau de connaissance qu'on a, quel que soit le niveau de compétence qu'on a, c'est juste impossible. On a besoin de tous les bords, on a besoin de tous les avis, on a besoin de tous les profils, on a besoin de tous les modèles identificatoires, on a besoin de ne pas créer de relations de dépendance, on a besoin de faire de sorte que la personne puisse trouver un maximum de ressources dans un maximum d'endroits. Et je crois que ça, c'est un des enjeux fondamentaux de nos métiers. J'arrive sur la fin. Je me tente à un tout petit diagnostic contextuel très simple. La transition entre les lieux d'hospitalisation, parce que la psychiatrie et le traitement des troubles psychiques sévères en France s'organisent entre les unités hospitalières et les unités ambulatoires. Il y a un manque cruel d'organisation, de dispositifs d'accompagnement entre ces lieux de traitement. Et donc, je pense que c'est un endroit où beaucoup de travail reste à faire. En gros, on est en train de parler de la cité, de la ville, de ce qui se passe en dehors du soin. La question de la stigmatisation et de représentation sociale qui sont encore très complexes. Et j'associe à la stigmatisation l'autostigmatisation, le poids du regard finit par des autres sur soi, finit par détruire ce qui reste d'espoir, d'estime, de confiance, etc. Et donc il y a un énorme travail à faire pour permettre aux gens de se réapproprier une nouvelle image d'eux-mêmes.
Et puis il y a la question de l'isolement, évidemment, je vous en ai parlé. Énormément de choses sont à faire aussi, et pas si compliquées que ça. Donc du coup, la solution qu'on a trouvée avec EsperPro, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et plutôt que de vous donner des solutions directes, je vais proposer un certain nombre de choses qui peuvent représenter des obstacles au rétablissement. Souvent, ce n'est pas le symptôme qui va empêcher le rétablissement, ni la maladie en elle-même, mais c'est la perte d'espoir, l'institutionnalisation qui est suscitée, plus ou moins intentionnellement par les intervenants. On ne peut pas rétablir quelqu'un, mais par contre, on peut faire obstacle à des démarches qui permettraient son rétablissement, d'épanouissement, de développement personnel. On ne peut pas doter quelqu'un de pouvoir d'agir, d'empowerment, mais on peut servir de son pouvoir à soi-même pour l'en priver dans un certain nombre de situations. On ne peut pas créer chez quelqu'un le sentiment d'être un citoyen à part entière, mais on peut lui proposer des dispositifs et des services qui renforcent son impression, son sentiment d'avoir une place qui le sortent de son statut de malade. Donc de façon générale, on saurait apprendre à quelqu'un à espérer ou à se redécouvrir, mais on peut même sans le vouloir inhiber son sens de la découverte et de l'apprentissage. Et puis, quand même, c'est un peu dur cette avant-dernière diapo, donc il en fallait une dernière pour finir en beauté quand même. La vision pour l'avenir, EsperPro, c'est une solution, il en existe une multitude. Il y a beaucoup de dispositifs qui font beaucoup de choses très intéressantes. On essaye de créer un réseau de santé communautaire inclusif, accessible. On essaye de créer un métier qui reconnaît l'importance de ces démarches et qui travaille dans ce sens. Avec deux autres associations marseillaises, on est en train de se structurer autour d'une association de fait. L'idée étant de mutualiser nos moyens, de mettre nos forces au service d'objets communs. Et c'est le début d'une nouvelle aventure parallèle à celle qu'on vit dans nos structures respectives. Et puis du coup, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est ça, c'est d'être engagé dans la promotion et la coopération plutôt que la compétition, en reconnectant avec nos valeurs fondamentales dont nos sociétés modernes nous éloignent bien trop souvent, pour un rétablissement qui soit à la fois individuel et collectif. Et puis finalement, Frédéric, j'ai quand même réussi à placer cette citation d'Immanuel Kant, et je finirai avec ça. « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme un moyen et jamais comme une fin. » Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie mentale se déclare dans un contexte et qu'un certain nombre de dispositifs travaillent sur l'individu, les conséquences de la maladie et les stratégies pour l'aider à surmonter ces conséquences. Mais finalement, on s'intéresse assez peu, en tout cas pas ouvertement, à la question des contextes. Et donc j'entends des systèmes institutionnels, des systèmes administratifs, des systèmes politiques. Et donc se structurer en association de fait, réunir un certain nombre d'associations qui partagent une perspective, une vision commune, rend le plaidoyer institutionnel et citoyen plus fort.